Le 15 avril 1975, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est prise par les Khmers rouges, le parti communiste du Cambodge, mettant ainsi fin à 8 ans de guerre civile. Après cet événement, les Cambodgiens s'apprêtent à vivre pendant 4 ans sous un régime de terreur et de répression qui fit plus de 1,7 million de morts. Mais comment est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a déclenché cette guerre civile? À quel point le régime des Khmers rouges était répressif? Et qu'est-ce que le génocide cambodgien? Eh bien, voyons tout cela tout de suite. En 1953, en pleine guerre d'Indochine, le Cambodge prend son indépendance vis-à-vis de la France. Le pays est à ce moment une monarchie constitutionnelle dirigée par le prince Norodom Sihanouk. Lors du déclenchement de la guerre du Vietnam, entre la partie nord et la partie sud du pays en 1955, Norodom choisit la neutralité, mais traque tout de même les communistes cambodgiens. Seulement, tout change à partir de 1965, car les Américains interviennent massivement au Vietnam. Voyant d'un mauvais œil cette intervention, Norodom renforce ses liens avec les pays communistes. Il autorise même aux troupes nord-vietnamiennes le passage sur son territoire pour envahir le Sud-Vietnam pro-américain. Cette décision apporte le chaos dans le pays. La guérilla communiste cambodgienne est renforcée et déstabilise le gouvernement, qui devient de moins en moins populaire. En 1967, des révoltes éclatent dans tout le pays. C'est le début de la guerre civile cambodgienne. À la fin des années 60, la monarchie constitutionnelle est mise à mal par les deux principales oppositions, les communistes, aussi appelés Khmers rouges, soutenus par les Vietnamiens du Nord, et les conservateurs, anticommunistes. Le prince Norodom est en exil à Pékin. Sur place, c'est son premier ministre Lon Nol qui gouverne. Ce dernier, anticommuniste et désirant chasser les troupes vietnamiennes, utilise les Cambodgiens d'origine vietnamienne comme otages pour les encourager à partir. Les premiers massacres ont lieu et beaucoup de Vietnamiens sont expulsés du Cambodge. En 1970, Lon Nol fait un coup d'État. Il s'approprie le pouvoir et abolit la monarchie pour proclamer la République Khmer. Seulement, Lon Nol n'arrive à contenir ni les groupuscules communistes, ni les Vietnamiens, ni les conservateurs, ce qui encourage les Américains à intervenir militairement. 540 000 tonnes de bombes sont larguées durant leur intervention, qui fit 150 000 morts. Mais tout cela est vain, car les bombardements font trop de dégâts et car les Khmers rouges utilisent une toute autre technique pour se battre. Couper les communications pour isoler le régime de Lon Nol. Cette technique est très efficace. En 1975, les Khmers rouges contrôlent la majorité du territoire cambodgien et la capitale Phnom Penh est encerclée. Après un long siège, Phnom Penh tombe le 15 avril 1975. Les Khmers rouges sont les maîtres du pays et instaurent leur régime appelé le Kampuchéa démocratique, tandis que Lon Nol s'enfuit aux États-Unis. Pour continuer, étudions de près l'idéologie Khmer rouge et celle de son chef, Pol Pot. Pol Pot, de son vrai nom Salot Sar, prit la tête du maquis du PCK en 1963. Après 12 ans de lutte, il parvient à renverser le gouvernement de Lon Nol. Son idéologie, ainsi que celle de son parti, se dit marxiste et se qualifie des États communistes en avance sur tous les autres. Sa principale inspiration vient de Mao Zedong, le dirigeant communiste chinois, pour son côté répressif et centralisateur de l'autorité autour de sa personne, mais aussi pour son idéalisation du modèle de vie paysan. Pour lui, les citadins sont des impurs capitalistes qui doivent être rééduqués en travaillant à la campagne. Le régime se veut très austère. Comme le dit Pol Pot, il n'y aura plus de joie, ni de bonheur. Tout le monde travaillera pour le gouvernement. Personne ne roulera en voiture ou en cyclo. Tout le monde sera habillé extrêmement pareil, en noir. Il n'y aura plus d'aliments délicieux à manger. Si vous mangez plus qu'il n'y est autorisé, le gouvernement l'apprendra par vos enfants, il en vous emmènera pour vous fusiller. Autre point important dans l'idéologie, la question de la race. Pol Pot considère que les Cambodgiens issus de l'ethnie Khmer sont supérieurs
à ceux qui ne le sont pas. Les non-khmers sont considérés comme des ennemis. Cela inclut les Chams, la minorité musulmane, les minorités étrangères et les Cambodgiens d'origine étrangère. Les ennemis politiques, quant à eux, sont les citadins, les intellectuels et les religieux. En bref, tous ceux qui ont des connaissances et qui sont attachés à des valeurs dites non révolutionnaires. Le simple fait de savoir lire était mal perçu par le régime. Finalement, l'idéologie khmer peut se résumer en 3 renoncements. Le renoncement à la mentalité propre, au comportement personnel et au bien. Le parti commence à appliquer son programme dès sa prise de pouvoir. Le 26 avril, il ordonne l'évacuation de Phnom Penh et de toutes les grandes villes, officiellement pour protéger la population d'un éventuel bombardement américain. Dans les faits, cette évacuation rentre dans la logique de l'idéologie khmer de purification des citadins par le travail. L'évacuation est assez improvisée, car annoncée au dernier moment. Tous ceux qui s'opposent sont abattus, soit 10 600 personnes. 4 millions de citadins ont été évacués vers les campagnes. En parallèle, des massacres sont organisés contre les militaires et les fonctionnaires de la République. Le génocide a commencé. Dans les mois qui suivent, Pol Pot applique son programme. Les terres agricoles sont collectivisées. Tout le monde travaille au champ pour l'État. Toute référence au passé, notamment colonial, est effacée. La connaissance est mal vue. La religion est interdite. L'argent aboli. Le port de l'uniforme noir est obligatoire pour tout le monde. Les familles sont disloquées. Les campements construits sont divisés entre les hommes, les femmes et les enfants. Les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se voir ni d'avoir de relations amoureuses. Et les enfants ne doivent pas saluer leurs parents de manière coutumière. Enfin, les clôtures des champs, symboles de la propriété privée et individuelle, sont toutes détruites. Le régime est assez discret. Un culte de la révolution est instauré, mais ne s'adresse ni à Pol Pot, ni au Parti communiste. De plus, le parti ne se revendique jamais publiquement du marxisme. Pol Pot veut une économie de subsistance, c'est-à-dire produire juste assez pour vivre, ce qui fait que seule la force physique des travailleurs est mise à contribution. Une journée classique se déroule ainsi. La population commence le travail à 5 heures dans les champs, sous la surveillance des cadres révolutionnaires. Les repas du midi sont pris en commun et se composent de 100 grammes de riz. Puis, elle reprend le travail jusqu'à 18 heures, avant de suivre un cours de rééducation politique. Le travail est dur. La population travaille 10 à 12 heures par jour dans des conditions mauvaises. La chaleur, la sous-nutrition, l'épuisement physique et les mauvais traitements, ainsi que l'exposition aux maladies comme la malaria, font de nombreuses victimes parmi les travailleurs. Mais ce ne sont pas les seuls à souffrir du régime des Khmers rouges. Comme dit précédemment, les ennemis politiques sont nombreux. Mais que deviennent-ils ? Eh bien, leur sort est différent. Les Vietnamiens, par exemple, sont massivement expulsés au Vietnam. Les religieux voient leur lieu de culte être fermés et détruits. Les musulmans, par exemple, ont l'obligation de manger du porc et des Corans sont brûlés. Les bouddhistes voient leurs pagodes et les statues de Bouddha être détruites, et les intellectuels et citadins sont surveillés de très près. Lorsqu'un Khmer ou qu'une de ces catégories est soupçonné ou a commis un crime, il est arrêté, emprisonné et torturé dans une des nombreuses prisons du régime, pour avouer ses crimes, réels ou non, et leur supposée affiliation à diverses organisations ennemies du régime, KGB, CIA, gouvernement vietnamien. Puis, il est exécuté. La prison la plus connue est la S21 à Phnom Penh, un ancien lycée devenu la prison de la capitale. Plus de 18 000 personnes y ont été enfermées et torturées de différentes manières. Pour en savoir plus sur les tortures pratiquées, je vous conseille de voir le documentaire S21, la machine de mort Khmer rouge.
ធំជាងគេមានដល់អង្គការមានបាក់ហ្នឹងបើឲ្យយកទៅកំតិចយើងត្រូវយកទៅកំតិច Le Kampuchea démocratique entretient des relations assez différentes avec ses voisins. Il a de bonnes relations avec la Chine et la Corée du Nord, qui lui fournissent de nombreuses ressources. Il commerce aussi avec la Thaïlande. Mais ses relations avec le Vietnam communiste, unifié depuis 1975, sont conflictuelles. Le Kampuchea considère le Vietnam comme un ennemi, mais aussi que le sud du Vietnam fait partie intégrante de son territoire. De plus, la minorité vietnamienne est elle aussi victime de persécutions, arrestations, assassinats, expulsions. Le sommet des tensions apparaît avec la contestation des frontières maritimes. En mai 1976, un accord entre les deux pays est trouvé. La frontière maritime est marquée par la ligne Brevier. Mais cet accord ne convenant à aucun des deux camps rompt les relations entre les deux pays. Entre 1977 et 1978, les tensions et les appels à la haine envers les Vietnamiens augmentent. Le 6 janvier 1978, les Cambodgiens mènent des incursions au Vietnam. En réponse, ce dernier en mène aussi. Cette accumulation d'incursions provoque la guerre entre les deux pays. Le 25 décembre 1978, le Vietnam envahit massivement le Cambodge. Leur avancée, aidée par des rebelles cambodgiens, est extrêmement rapide. En 10 jours, ils atteignent la capitale et l'encerclent. Le 7 janvier 1979, les Vietnamiens rentrent dans Phnom Penh, vidés de ses défenseurs, sans Pol Pot, qui s'est enfui. Le régime des Khmers rouges est tombé. Les Vietnamiens libèrent les prisons du régime et instaurent avec les habitants la République populaire du Kampuchea. Pol Pot et ses soutiens se cachent dans la jungle et continuent de mener une guérilla contre la République pro-vietnamienne. La Chine, qui soutenait Pol Pot, envahit le Vietnam le 17 février, mais retire ses troupes un mois après à cause des trop lourdes pertes. Il faut attendre l'année 1991 avec les accords de Paris qui établissent un cessez-le-feu entre les différents belligérants cambodgiens, monarchistes, républicains et Khmers rouges. Pol Pot a continué à se cacher dans la jungle avant d'être arrêté en 1997 par un ancien partisan, puis condamné par la monarchie établie en 1993 à la prison à perpétuité. Il meurt l'année suivante de la malaria à l'âge de 72 ans. Les principaux responsables du Khmer rouge sont jugés et condamnés dans les années qui suivent la mort de Pol Pot. Le dernier condamné le fut en 2022. Combien de victimes de la dictature du Khmer rouge y a-t-il eu ? Eh bien, le chiffre exact ne fait pas consensus entre les historiens. Le plus bas parle de 1,5 million de morts. Le plus haut atteint 2,2 millions de morts. Mais le chiffre le plus admis est celui de 1,7 million de morts. Sur une population estimée à entre 7,5 et 7,9 millions d'habitants, cela signifie qu'il y eut entre 20 et 25% de la population qui a été exterminée. Mais qui a été le plus touché parmi ce massacre ? Eh bien, toutes les catégories ont été touchées, mais de différentes manières. Les plus frappés sont les cadres de la République de Lon Nol et les intellectuels. Plus des 2/3 des fonctionnaires et 51% des diplômés ont été tués. Pour les religieux, seuls 1000 moines bouddhistes ont survécu sur les 60 000 qu'il y avait avant 1975. Pour les autres communautés religieuses, 48% des catholiques et 37% des musulmans ont été exterminés, et 1/3 des minorités étrangères. La mémoire du génocide cambodgien est assez effacée, malgré le traumatisme qu'il a causé. À l'heure actuelle, il n'y a aucune mention du régime des Khmers rouges dans les manuels d'histoire cambodgiens. Dans les accords de Paris, il n'y a aucune mention du terme de génocide, ce qui permet aux anciens bourreaux et responsables de nier leurs crimes. Mais tout n'a pas disparu, car la prison S21 est devenue un musée appelé Tuol Sleng, qui fut créé pour rappeler les crimes du régime. Enfin, à Chung Ek, des milliers de crânes des victimes ont été conservés et sont exposés au public. Malgré tout ce qui s'est passé, une question se pose parmi les historiens. Y a-t-il vraiment eu un génocide cambodgien ?
Cette question peut paraître idiote au vu du nombre de morts, mais pas vraiment. Déjà, il faut définir ce qu'est un génocide. Selon l'ONU, un génocide est un acte planifié qui vise à éliminer volontairement, partiellement ou totalement, un groupe de personnes sur base de leur nationalité, ethnie, religion ou couleur de peau. Donc pour affirmer que les massacres khmers sont un génocide, il faudrait que le PCK ait volontairement tenté de tuer sa population. Dans ce cas, il vaudrait mieux parler d'autogénocide. Seulement, les Khmers rouges n'avaient pas l'intention de massacrer leur propre population. Leurs ennemis étaient les non-Khmers et les intellectuels. Le réel objectif des Khmers rouges était de purifier la population de ces éléments néfastes. Ce qui fait que l'on ne peut pas comparer le génocide cambodgien à la Shoah, car les objectifs n'étaient pas les mêmes. Pour finir, la majorité des morts ne sont pas dus aux massacres ou aux exécutions, dont le nombre varie entre 100 000 et 800 000 morts, mais plutôt aux conditions de travail. Voilà pourquoi il est difficile de parler de génocide cambodgien. Ce n'est qu'en 2018 que les crimes des Khmers rouges ont été reconnus comme génocide par la justice internationale, avec la condamnation de 2 responsables politiques. Quoi qu'il en soit, la mémoire du génocide cambodgien est toujours en cours de construction, pour s'assurer que personne n'oublie ce qui s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1979.